En attendant le retour d'Antoine, je voudrais excuser Sébastien Veil, qui était prévu au programme, qui était directeur de la société d'investissement Advent et qui était prévu au panel pour donner le point de vue des fonds d'investissement qui, effectivement, ne sont pas la plupart du temps des industriels du secteur qui rachètent une entreprise, même si parfois elles ont des ambitions de constituer un nouvel acteur en agrégeant diverses sociétés existantes, mais qui parfois achètent des entreprises sans connaître véritablement le secteur. Donc c'était un point de vue qui aurait pu compléter celui que donnera Alexandre Benet en tant qu'acheteur, qu'acquéreur. Malheureusement, il a eu une obligation professionnelle et il a dû se désister. Donc nous ferons sans lui. Donc je souhaite, comme ça a été organisé avec les intervenants, au fond organiser la discussion et le débat avec la salle autour de quelques points simples. Dans un premier temps, on va essayer de dresser un tableau général du problème, puisque après tout, c'est la première fois qu'on en discute de cette manière. D'abord, Antonio Gomez, qui est responsable de ces sujets à l'OCDE, va nous donner une petite présentation internationale des décisions qui sont prises, du contexte dans lequel elles sont prises. Et puis, nous interrogerons nos intervenants pour mieux mesurer l'importance de cette question des échanges pendant la période intercalaire, avant même de se poser les questions de droit qui ont été débattues par les deux premiers intervenants. Peut-être nous qui ne sommes pas tous familiers de la vie des affaires, avons-nous besoin de savoir un petit peu mieux pourquoi tout ceci est extrêmement important pour nos invités. Et puis, dans un deuxième temps, après cette première partie un peu transversale, nous reviendrons sur les deux sujets principaux, c'est-à-dire la question des échanges d'informations, de la méthode pour les organiser et notamment la question des clean teams. Et puis ensuite, la limitation de la liberté de la cible, le sujet des covenants et de toutes les interventions qui sont jugées nécessaires ou excessives dans cette situation particulière. Donc nous allons commencer sur le premier sujet, et donc je donne la parole à Antonio Gomez pour nous donner un tableau rapide de ce que voit l'OCDE sur ce sujet au niveau international. Merci Thierry. Bonjour à tous. Je commence par remercier à l'autorité de la concurrence et en particulier à Madame la Présidente Isabelle de Silva et aussi à Monsieur Thierry Dahan pour cette aimable invitation. Je voudrais aussi vous donner les félicitations pour ces rendez-vous. J'étais avant le président d'une autorité de la concurrence. Alors, je comprends bien l'importance d'avoir une interaction étroite entre l'autorité de la concurrence et la communauté de concurrence, le secteur économique, les avocats, l'académie, etc. Je vais aussi vous demander mes excuses parce que je n'ai pas l'habitude de parler de travail en français. Et alors, je vais faire mes mieux efforts, mais c'est quand même un français limité, et je dois le reconnaître. Et alors, je m'excuse de quelques fautes. Antonio est victime de la clause Molière. Mais le français, c'est le français, alors. Alors, aujourd'hui, et je ne suis pas juriste, alors je suis un économiste, alors, quand même. Mais aujourd'hui, je parlerai de gun jumping dans un contexte comparatif des expériences internationales. Et je devrais dire qu'en tout cas, l'OCDE n'a pas examiné en détail cette question du gun jumping. Elle l'a seulement traité et très brièvement dans le cadre d'un débat en 2014 et par conséquent,
je souhaiterais bien souligner que mon intervention ne reflète pas l'opinion de l'OCDE ni de ses membres, mais je vais vous présenter seulement mon point de vue personnel sur ce sujet. Le gun jumping est devenu une préoccupation pour les autorités de la concurrence au monde entier, ceux qui ont un système de notification préalable obligatoire. Et le fait que nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder ce sujet révèle bien son importance pratique. Les affaires de gun jumping ont été nombreuses à travers le monde ces dernières années. En Europe, au cours des 3 dernières années, par exemple, les autorités de concurrence en Autriche, Croatie, République tchèque, Danemark, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, Roumanie, Espagne ont pris des mesures par rapport à des situations d'absence de notification d'une concentration ou de concrétisation, réalisation d'une concentration pendant la période suspensive. Dans le passé, l'OCDE a observé que l'expression « gun jumping » avait une connotation large. Elle peut s'appliquer à une situation dans laquelle les parties ne respectent pas l'obligation de notification préalable de concentration. Elle peut également se référer au non-respect de la période suspensive, comme nous avons vu, prévue par la législation applicable en matière de contrôle de concentration. C'est-à-dire que les parties commencent à mettre en œuvre l'opération après l'avoir notifiée, mais avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Alors, le gun jumping a par conséquent une implication procédurale, mais aussi des connotations de fond. Et en effet, si les parties coordonnent leur comportement concurrentiel avant la réalisation effective de l'opération, la mise en œuvre prématurée du projet peut aussi constituer une infraction aux dispositions générales du droit de la concurrence visant à lutter contre les ententes anticoncurrentielles entre concurrents. Je voudrais alors faire une distinction entre 2 types de gun jumping. Le gun jumping, ce qu'on peut appeler le gun jumping procédural, qui a lieu quand les parties ne notifient pas l'opération ou ne respectent pas la période suspensive, qui est prévue par la législation applicable en matière de contrôle de concentration et concrétise la fusion avant l'autorisation. Et ce type de gun jumping constitue une infraction spécifique aux règles de procédure de concentration. Le gun jumping substantif a lieu quand les parties à une concentration coordonnent leur comportement concurrentiel avant l'autorisation. Et ce type de gun jumping peut être, comme j'ai dit déjà, sanctionné en tant qu'entente anticoncurrentielle en violation des dispositions du droit de la concurrence. Alors, la différence principale entre ces 2 types de gun jumping est le choix de la loi applicable qui reste à la discrétion des autorités de la concurrence. En Europe, la tradition a été d'appliquer les dispositions relatives à la procédure de contrôle de concentration, alors qu'aux États-Unis, il y a eu une application plus généralisée des dispositions relatives aux ententes pour sanctionner le gun jumping. Alors, il faut dire que peut-être les entreprises ici en France ont de la chance de... Non, c'est mieux de ne pas dire ces choses-là. Pardonnez-moi. C'est mon français,
Alors, et on sait que le choix de la loi applicable n'est pas anodin, car elle a des implications sur la pratique, la durée de la pratique, les sanctions, etc. Et je reviendrai sur ce sujet plus tard. Alors, avant tout, je voudrais présenter quelques affaires récentes de gun jumping procédural et substantif. Des cas de gun jumping procédural, j'ai déjà dit que c'est plus courant de trouver ce genre d'affaires en Europe. En vertu du règlement européen de contrôle de concentration, le gun jumping a lieu si l'entreprise exerce le contrôle sur la cible avant d'avoir obtenu autorisation de la Commission européenne. Cette forme de gun jumping est passible de sanctions, même si la transaction en question ne soulève pas de problème de concurrence. Et c'est à peu près la même chose dans le Code de commerce français. Au niveau de l'Union européenne, nous avons eu quelques affaires de gun jumping dans la dernière décennie. Par exemple, en 2009, le cas Electrabel, où la Commission a condamné Electrabel à une amende de 20 millions d'euros pour ne pas avoir notifié une acquisition d'une participation minoritaire de la Compagnie nationale du Rhône. Et selon la Commission, cette participation minoritaire lui conférait le contrôle de fait, de facto, de la cible en devenant le plus grand actionnaire minoritaire avec la majorité des votes de l'Assemblée d'actionnaires. On a eu aussi en 2014 l'affaire de Marine Harvest, où la Commission a imposé une amende de 20 millions d'euros. Et ça, c'était aussi pour une acquisition d'une participation minoritaire de 48,5% du capital de la société Morpol. Et ça, c'était avant de notifier l'opération à la Commission. Et une autre fois, la Commission a considéré que cette acquisition conférait le contrôle de facto de Morpol. Ce que c'est intéressant de ces deux cas, c'est précisément qu'il s'agissait de l'acquisition de participations minoritaires et que les entreprises en question auraient pu avoir peut-être un doute sur l'obligation de notifier ces deux cas. Les parties auraient pu même conclure que la notification n'était pas requise. Et je crois que la leçon que les entreprises peuvent tirer de ces affaires, c'est qu'en cas de doute, c'est mieux de ou notifier ou de chercher l'autorité de la concurrence, faire des contacts pré-notification pour savoir ce qu'elles doivent faire pour ne pas risquer d'être sanctionnées. Une autre alternative que je dis, c'est peut-être parfois, c'est mieux de demander à l'autorité de la concurrence d'avoir une dérogation, par exemple, de l'obligation de suspension pour un cas, une décision spécifique, quelque chose de très spécifique, pour éviter certains risques. Mais c'est mieux de demander à l'autorité de la concurrence que de imaginer que tout ira bien et on n'aura pas de problème. D'autres juridictions ont aussi pris des mesures contre le défaut de notification. Ici en France, on a des exemples. En 2013, le cas Castel-Frères, vous le connaissez très bien. C'était une amende de 4 millions d'euros dans ce cas.
Et ce qu'on a vu aussi, c'est que l'autorité de la concurrence est beaucoup moins sévère quand les entreprises montrent une plus grande volonté de coopérer. Par exemple, en 2012, la chaîne de supermarchés Colruyt, je ne sais pas exactement prononcer le nom, mais a été condamné à une amende de presque 400 000 euros pour ne pas avoir notifié des acquisitions réalisées en 2003, 2004 et 2009. Mais là, l'entreprise a spontanément dénoncé l'infraction et a coopéré activement au cours de l'enquête. Et aussi en 2013, je crois que les 400 euros étaient un chiffre magique parce que aussi un cas, c'était l'assurance Réunica. Ici, c'était un cas où il y a eu aussi de coopération par l'entreprise et elle a informé l'autorité de la concurrence de son manquement de notification. Nous avons eu des cas aussi au Portugal. Là, je réfère un cas, une enquête une décision de 2012, mais en fait, la décision finale était seulement en 2014. En Chine aussi, on voit des cas en Chine. C'est quelque chose de relativement récent. La loi en Chine est plus récente aussi, mais MOFCOM a sanctionné en 2014 pour la première fois une pratique de gun jumping en imposant une amende de 300 000 yuan, environ 45 000 euros à Unigroup pour défaut de notification. Dès ce moment-là, MOFCOM a déjà imposé des sanctions pour défaut de notification dans 9 affaires. Les affaires de gun jumping relatives à la réalisation anticipée de concentration pendant la période suspensive sont moins courantes que les affaires pour défaut de notification. Mais nous avons aussi des cas et bien sûr qu'aujourd'hui, nous parlons d'un cas très important de l'autorité de la concurrence française où la sanction a été de 80 millions d'euros. Et bien sûr que je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire. Nous avons déjà écouté beaucoup sur l'affaire et je suis sûr qu'on va, dans le débat, avoir plus de détails sur l'affaire. Mais je voudrais seulement souligner que cette décision est particulièrement intéressante car même si elle sanctionne la pratique de gun jumping en vertu des règles de procédure de contrôle de concentration, elle aborde la coordination de comportements concurrentiels entre les entreprises et elle tient compte de ces effets de cette coordination sur la concurrence, sur le marché pour la détermination de la sanction. Nous avons eu un cas aussi en Norvège, imposant une amende d'environ 2,9 millions d'euros à Norge Gruppen. Et c'était l'achat des points de vente de ICA, Maxi, et l'acquéreur a commencé à mettre en activité 22 des 24 points de vente avant de recevoir l'autorisation de l'autorité norvégienne. Le Brésil, aussi en 2016, CAGE a imposé une amende de 8,9 millions d'euros à Cisco Systems et Technicolor pour avoir concrétisé la transaction de concentration avant une autorisation. Et là, au Brésil,
CAGE a décidé d'adopter des lignes directrices identifiant les conduites qui peuvent être qualifiées de gun jumping, les procédures spécifiques que les entreprises peuvent adopter pour atténuer le risque de gun jumping et les sanctions applicables. Comme j'ai référé, nous avons aussi ce qu'on peut appeler le gun jumping substantif. Et là, c'est plus courant d'avoir un gun jumping substantif aux États-Unis. Et aux États-Unis, la mise en œuvre prématurée d'un projet de fusion a été traitée indistinctement comme une infraction à la loi de contrôle de concentration, la section 7 of the Clayton Act, ou les dispositions de droit de la concurrence, la section 1 de la loi Sherman. On trouve alors beaucoup d'affaires de gun jumping substantives aux États-Unis, mais aussi l'Union européenne commence à s'intéresser pour ce type de pratique. Je donne seulement 2 exemples. Nous avons en 2003 un cas de fusion entre Gemstar et TV Guide. Il y a eu une enquête qui a duré 7 mois et le DOJ, le département de justice, a soutenu que les parties s'étaient entendues sur les prix, avaient réparti la clientèle entre elles, avaient enfreint des obligations de respect de la période suspensive avant la fusion. Et alors, ils ont subi des amendes civiles s'élevant à 5,67 millions de dollars. En novembre 2014, le DOJ a annoncé un accord avec les entreprises Flakeboard America et Sierra Pine, et l'accord exigeait un paiement d'une somme combinée de 3,8 millions de dollars pour violation de la loi de contrôle de concentration, mais pour avoir violé les dispositions relatives aux ententes anticoncurrentielles, le Sherman Act, Flakeboard a dû payer 1,15 million de dollars. Et le cas là, c'est une chose qu'ils ont démontré ou ils ont trouvé, c'est que Sierra Pine avait fermé une de ses usines produisant un produit concurrent à Flakeboard et qui était clairement en concurrence avec Flakeboard. L'Union européenne, la Commission n'a pas appliqué l'article 100 du traité pour sanctionner la coordination de comportement entre concurrents pendant la période suspensive, mais quand même, en 2007, la Commission a effectué une perquisition dans les locaux britanniques d'Hydropolymères et Ineos pendant la période suspensive, parce qu'il y avait une suspicion d'un échange d'informations commerciales sensibles entre les sociétés susceptibles de constituer une infraction à l'article 100. Et si l'enquête a été close sans suite en janvier de 2008, elle a tout de même montré que la Commission était prête de s'attaquer aux échanges d'informations survenant avant une concentration sur le fondement de l'article 101. Alors, la qualification du gun jumping en tant qu'entente anticoncurrentielle est délicate parce qu'il y a plusieurs formes de coordination dans lesquelles s'engagent les parties avant une fusion et qui représentent une collaboration raisonnable et nécessaire dans le cadre des négociations menées en vue de la concentration. Les due diligence, par exemple, impliquent l'échange d'un certain nombre d'informations et
je crois que les autorités de la concurrence, et nous avons déjà écouté ça aujourd'hui, reconnaissent que ces démarches sont essentielles dans toute opération. Néanmoins, les parties à la concentration ne doivent pas agir comme une seule et même entité en prévision de la réalisation de l'opération. Et dans une note de 2014, le comité de la concurrence de l'OCDE a identifié différents exemples de coordination préalable à l'autorisation de la concentration qui pourraient être qualifiés de gun jumping, comme coordination entre les parties s'agissant des prix ou des conditions applicables aux clients, répartition de la clientèle, coordination des négociations avec des clients, par exemple un contrat de long terme, projets concernant les produits, les distributeurs, les salariés, par exemple la désignation de nouveaux administrateurs, et en certains cas, l'échange d'informations détaillées sur les clients, les prix, les projets concernant les produits, bien que ce partage fasse souvent partie de la due diligence qu'on a déjà parlé ici aujourd'hui. En conclusion, en examinant toutes ces affaires de gun jumping, on peut conclure qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant ces pratiques. Et permettez-moi de vous présenter 3 sujets que me semblent importants dans le traitement de gun jumping et auxquels les autorités de la concurrence devraient réfléchir. Premièrement, comme on l'a vu, la loi applicable à ce type de pratique reste à la discrétion des autorités de la concurrence avec des implications importantes sur la pratique interdite. Et ça a des implications sur la pratique, la durée, les sanctions applicables. Un autre sujet, c'est qu'il peut avoir des incertitudes concernant la nature de certaines opérations d'acquisition, par exemple de participation minoritaire. Des entreprises, ce n'est pas le cas ici en France, ce n'est pas ce cas qu'on va discuter aujourd'hui, mais quand même, les entreprises peuvent avoir du mal à déterminer si cette transaction ces acquisitions de participation minoritaire constitue une prise de contrôle de facto et doivent alors être notifiées. Et comme je viens de dire, c'est important que la relation entre les entreprises et l'autorité de la concurrence soit renforcée avec des contacts pré-notification et pour que les entreprises sachent ce qu'elles doivent faire. Troisièmement, et je l'ai déjà évoqué, il manque une définition claire du comportement de coordination concurrentielle pendant la période suspensive qui pourrait être qualifiée de gun jumping. Et cette incertitude pourrait avoir comme conséquence une approche trop prudente des entreprises qui n'oseraient pas prendre des actions de coordination ou des échanges qui pourraient être nécessaires dans le cadre des négociations en vue de la concentration. Mais au contraire, les entreprises peuvent aussi adopter un comportement qui consiste à tester les limites des interdictions du gun jumping et il faut éviter que les entreprises utilisent les due diligence, par exemple, pour obtenir d'informations, pour se coordonner dans le présent ou le futur. Aussi, une autre alternative, c'est que les entreprises, en cas particulier, demandent à l'autorité de la concurrence des dérogations spécifiques pour, par exemple, avoir l'opportunité de prendre certaines décisions pour éviter certains risques.
Alors, par conséquent, je crois qu'il serait désirable de clarifier et harmoniser les règles applicables aux pratiques de gun jumping, par exemple en élaborant des lignes directrices. Nous avons écouté ici aujourd'hui que la décision de l'autorité française n'est pas, c'est un cas particulier, ce ne sont pas des lignes directrices, mais je crois qu'on devrait être cohérent au-delà des frontières. Il faut avoir un traitement consistant globalement pour les entreprises qui sont aussi globales. Bien sûr que les discussions sur ce sujet peuvent être menées à divers endroits, mais je crois que l'OCDE est peut-être bien placé pour organiser le débat si nos pays membres le souhaitent et le désirent. Sinon, nous sommes toujours disponibles pour contribuer à ces discussions et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Donc, merci Antonio pour ce lancement. Donc, maintenant, nous allons aborder donc, le second sujet et dans l'ordre un petit peu logique, un peu chronologique de la manière dont ces affaires se font. D'abord, l'acquéreur qui prend la décision de lancer le deal, puis l'avocat M&A qui va le conseiller en premier, puis l'avocat de concurrence qui malheureusement vient souvent en dernier, même s'il peut être associé plus en amont si on pressent des problèmes de concurrence en amont. Donc le sujet pour moi, c'est vraiment de donner à l'assistance une note d'ambiance sur le caractère crucial pour vous de pouvoir échanger de manière sûre et que représente cette menace désormais moins exceptionnelle que ce que l'on pouvait croire compte tenu de ce que vient de dire Antonio sur le fait qu'on est en zone de risque et que ça peut vous compliquer la vie. Alors, d'abord, Atos, qui est une entreprise qui a fait beaucoup d'acquisitions au point qu'elle vient de faire une belle entrée au CAC 40, ce que je salue, c'est une belle réussite. Et donc vous-même, vous êtes un grand utilisateur d'acquisition. Alors comment voyez-vous le sujet? Quel est votre sentiment, Alexandre Manet? Alors, merci. Déjà, juste une précaution. Moi, je représente effectivement la société Atos, pas une fédération ou pas le CAC 40. Donc, je pense effectivement, quand on fait une acquisition, ça peut paraître tout bête, beaucoup d'évidence que je vais vous rappeler, on a envie de savoir ce qu'on achète. Ça peut paraître tout simple. Quand on est une société cotée, on a envie de savoir si effectivement ça va créer de la valeur pour ses actionnaires. C'est la première chose. On veut savoir aussi, et en fonction des industries, je pense que ce qu'on voit à la fois dans l'affaire qui est commentée et même aussi mon industrie, la valeur de la synergie de coût va être différente de la valeur de la synergie de revenus. Donc ça va déterminer bien entendu les informations qui vont être essentielles pour pouvoir décider de faire l'acquisition. Je voudrais juste noter aussi une chose qui est plutôt exogène en fait à la transaction. C'est la nécessité quand même qu'il y a de transparence maintenant dans le monde des affaires. La nécessité aussi maintenant d'avoir des deals qui sont globaux. La nécessité aussi maintenant d'avoir en fait des réseaux sociaux qui vont vous donner des informations qui sont probablement parfois même pas prévues dans les clean teams. C'est juste une remarque, mais c'est important parce qu'effectivement, dans la définition qu'on peut avoir de l'information et de la confidentialité de l'information, voire même de la stratégie, puisque maintenant quasiment presque tout devient stratégique, il faut bien entendu mesurer la valeur que l'on va donner à ces informations. Et puis aussi, sauf erreur de ma part, il y a une réforme en fait assez importante dans le droit des contrats qui est la transaction de bonne foi. Et vous savez, quand on est acquéreur, voilà, on va être certain, et on veut être certain que le vendeur, au moment où il va faire sa transaction, quand on va contracter avec lui, qu'il nous donne bien les bonnes informations. Mais c'est aussi pour, bien entendu, cette obligation de bonne foi, aussi pour l'acheteur. Est-ce que je vais consentir, effectivement, avec le bon niveau d'information? Et puis, des éléments qui sont aussi, et qu'on voit, et qui se développent de plus en plus en pratique, c'est notamment la pratique de la lockbox. Alors, le représentant des private equity n'est pas là. Pour un industriel, ce n'est pas la même chose. Un industriel, il a besoin, effectivement, il ne peut pas se permettre, par rapport à ces problématiques notamment de financement, etc. Alors, les private equity ont aussi des problématiques de financement, mais les exigences ne vont pas être les mêmes.
Et donc tout ce qu'il peut y avoir qui peut rendre le prix indéterminé alors qu'on est dans une logique de lockbox, ça rend les choses un peu plus complexes. Je l'ai dit sur la valeur des synergies, c'est un point qui est important. En revanche, quand on va travailler sur la réalisation ou les mécanismes de cash pooling au moment du closing, ce n'est pas une information qui doit être normalement nous priver effectivement de pouvoir le préparer. Parce que je pense qu'il faut bien distinguer, je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure, la différence entre être prêt et exécuter. Être prêt, c'est là où effectivement on va pouvoir être capable de définir les synergies qu'on a données au marché, parce que c'est ça aussi avant tout la chose qui est importante pour nous. Et puis être certain que bien entendu les notions de certitude de la transaction. Vous savez, quand vous êtes dans un bid process, si vous commencez à mettre des MAC clauses un peu partout, vous avez de fortes chances de ne pas forcément être tenu par le vendeur. D'accord ? Et donc ça, c'est des éléments qui sont importants. C'est très structurant pour effectivement, si on veut, parce qu'on est dans des logiques, vous signez avec les private equity, nous on a une filiale qui s'appelle Worldline, on est dans le monde des paiements, où là vous avez en fait quelque chose de très inflationniste sur les multiples, etc., où vous êtes en concurrence avec des private equity, plus les incertitudes que vous allez ajouter dans votre documentation juridique, moins effectivement vous avez souvent la possibilité de remporter le bid. Donc, la nécessité qu'il n'y ait pas de remise en cause de ce que j'achète et principalement de ce qui va être le périmètre de l'acquisition, ça c'est essentiel. Et puis par ailleurs, effectivement, lié à l'efficacité des réunions pré-intégration. L'intégration, si je prends le cas d'Atos, effectivement, nous, ce qui a été le succès de l'acquisition, par exemple, de Bull, ça a été notre capacité à délivrer les synergies qu'on avait annoncées au marché. Et en fait, ça, effectivement, on doit avoir la possibilité de pouvoir maintenir cette dynamique. Donc, respecter les règles du droit de la concurrence, moi, je pense que, bien entendu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On le verra dans la deuxième partie. Je pense qu'il faut qu'il y ait une boîte à outils. Et cette boîte à outils, il y a beaucoup d'avocats qui sont ici. Moi, je représente l'entreprise. On les utilise, bien entendu, depuis longtemps. Je crois que ça a été dit. On était peut-être au cas d'espèce. En revanche, on le verra tout à l'heure, il ne faut pas non plus qu'on arrive à créer une espèce de déséquilibre entre ceux qui peuvent faire certains types d'acquisitions et d'autres, parce qu'après, il ne faut pas que ça devienne non plus une question de moyens que l'on veut mettre dans une transaction. Voilà. Merci pour cette première intervention. Donc, je me tourne maintenant vers les avocats. Quelle est, dans la situation actuelle, avec cette nouvelle question du gun jumping qui monte, et puis la question des deals qui échouent, parce qu'il y en a de plus en plus, les difficultés que ça pose pour votre travail d'avocat M&A conseil. Alors, premièrement, moi j'interviens, et je remarque que le contrat Vivendi n'a pas été critiqué. J'en suis l'auteur dans le cadre de la vente de SFR. Donc, j'interviens uniquement, et je ne parlerai pas bien évidemment du dossier SFR. Ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est en tant qu'avocat M&A, ce qui nous importe le plus, c'est bien évidemment d'avoir une certitude juridique. Ce qui est épouvantable dans notre métier, c'est dans certains domaines du droit, nous n'avons aucune idée de savoir si ce qu'on dit au client est exact ou pas. Donc il y a des zones grises, et la difficulté, notamment au regard de cette décision, c'est de savoir est-ce que c'est une décision de principe, est-ce que c'est une décision d'espèce, et si ce que je comprends, c'est plutôt une décision d'espèce, et je crois que beaucoup d'intervenants seront rassurés de ce point de vue-là, c'est de savoir, quand on dit à notre client, est-ce que nous pouvons faire une transaction et dans quelles conditions on peut la faire? Est-ce qu'il y a un risque? Bien évidemment, il faut que nous, on sache avant de lui dire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien évidemment, le dirigeant de l'entreprise doit lui savoir, en se reposant sur les travaux, notamment des avocats, que ce soit des avocats à concurrence ou des avocats M&A ou autres, est-ce que je prends un risque dans le cas de cette acquisition? Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est sur la durée des procédures, parce que je sais bien que l'autorité en France agit très rapidement et on en est ravis. La difficulté, c'est dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas. Et donc là, on se rapproche de la problématique perte de valeur et une période qui est très longue où la gestion de la boîte n'est plus assurée, ou peut être moins assurée. Il y a des décisions stratégiques à prendre. Est-ce que c'est au vendeur de les prendre en engageant sa responsabilité le cas échéant?
on sait très bien que l'acheteur ne veut pas intervenir dans la prise de décision, mais donc on se retrouve dans une zone un peu difficile, où se retrouve un vendeur qui prend une responsabilité, un acheteur qui n'est pas là, et ça peut durer une certaine durée. Il faut également noter que dans cette période-là, si vous avez deux concurrents, un qui achète, l'autre qui fusionne, quid des autres? Ils sont sur le marché, ils savent qu'il y a deux acquéreurs, deux cibles, ou une cible et un acquéreur qui sont neutralisés. Pendant ce temps-là, bien évidemment, ils vont donner instruction à leurs équipes de commerciaux d'attaquer le marché, de trouver des produits, parce qu'un des concurrents, ou voire deux concurrents, sont neutralisés. Et donc on voit que c'est une distorsion de concurrence dans ce cas de figure-là. Alors bien évidemment, il faut essayer de faire en sorte que la période soit la moins longue possible pour éviter cette problématique. Alors, que les procédures soient rapides, c'est le sujet de l'avocat de concurrence, Antoine. Oui, tout à fait. Enfin, une chose qui me frappe beaucoup, c'est que cette période d'incertitude est un vrai débat, en particulier pour les opérations qui posent des questions de concurrence. Je regardais des statistiques qui sont assez intéressantes. Quand on regarde le plan communautaire ou le plan national français, on considère généralement qu'une opération qui va être notifiée prend, si on ajoute une phase 1 et une pré-notification, quelque chose entre 2 mois et 7 mois. Ça, c'est une statistique qui est un peu difficile à établir parce que généralement, ce sont des données qui ne sont pas publiques. La durée d'une pré-notification n'est pas quelque chose qui est facile à cerner, mais l'ordre de grandeur, et dans mon expérience, c'est à peu près celui-là. C'est donc une assez grande durée en elle-même, même pour les opérations qui, en apparence, ne soulèvent pas de problème important. Quand on rajoute les cas de phase 2, là, on passe vraiment dans une dimension qui est très, très différente. La durée des phase 1 plus phase 2 européenne, aujourd'hui, c'est 11,3 mois en moyenne. Quand on regarde le plan français, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est quand même autour de 6 mois. C'est 6 mois et demi le plus souvent des cas. Les durées de phase 2, en elles-mêmes, c'est, au plan communautaire, 5,3 mois. 4,9 si on regarde l'exemple français, semble-t-il, avec des statistiques récentes. Donc, on voit qu'il y a toute une période pendant laquelle on ne peut pas laisser une entreprise dans une situation de limbe où aucune décision n'est prise. Et ça pose de vrais problèmes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là, je vais être un tout petit peu descriptif et aller très vite quand même. Quand on fait intervenir l'avocat spécialiste de droit de la concurrence. Typiquement, je vais vous dire la vulgate, et ça vous dira pourquoi certains ont interprété la décision Altis comme étant vraiment un bouleversement très considérable. Typiquement, qu'est-ce qu'on dit aux clients? On leur dit typiquement, l'intégration elle-même est interdite, vous devez vous comporter comme deux entreprises concurrentes. Ça, c'est le premier point. Mais en revanche, l'évaluation de la cible financière, commerciale, technique n'est pas interdite. Au contraire, c'est l'objet même d'un travail de M&A. Et la préparation de l'intégration ne l'est pas non plus. Entre parenthèses, j'ai cité les contraintes de type vraiment droit de la concurrence et le temps qu'on y met. Mais les banquiers et les avocats M&A vous diront tous, en plus de ça, il y a des contraintes très réelles qui sont souvent des contraintes de financement. Quand vous faites une opération de private equity, il y a des instruments de dette qui sont émis qui coûtent horriblement cher. Ce qui veut dire que chaque semaine qu'on ajoute à un processus de contrôle est un temps que quelqu'un devra payer, d'une manière comme d'une autre. Et souvent, c'est vraiment des sommes considérables. De plus, les spécialistes de M&A vous disent, et c'est vrai pour beaucoup de secteurs très sensibles, la période d'incertitude pour les employés eux-mêmes, pour les gens qui travaillent dans ces entreprises, est également extrêmement difficile à traverser. Les gens s'en vont, les cadres clés sont attirés par d'autres, les gens sont inquiets sur leur propre place dans la nouvelle hiérarchie. Ce sont vraiment des choses qui posent des difficultés de gestion considérables. Donc il faut essayer d'y répondre. Alors comment fait-on? Il faut évaluer la cible. Donc il faut bien échanger des données stratégiques. Et je crois que
l'échange de données stratégiques est sans doute ce qui a été le plus sensible dans la réaction, je vois, de mes collègues, mais pas uniquement, à la décision Altice. Il y a un paragraphe en particulier, le paragraphe 260 de la décision, qui vous dit, de but en blanc, tout échange d'informations stratégiques entre entreprises doit être éliminé. Ça, c'est tout simplement une position qui, à mon avis, n'est pas réaliste, n'est pas tenable, pour un certain nombre de raisons. Elle n'est pas tenable, à mon avis, du point de vue juridique, parce que si vous regardez, même si vous ne regardez que sous l'angle 101, le droit des ententes, français ou européen d'ailleurs, si vous regardez les guidelines de la Commission sur les échanges d'informations, vous dit les échanges d'informations ne sont des infractions par objet que dans un cas très très limité. C'est lorsqu'on parle de prix et de quantité future. Prix et quantité future, c'est ça que disent les guidelines. Les autres, il faut regarder la position sur le marché, il faut regarder des quantités d'autres choses, la place des concurrents, etc. Les effets d'efficacité. Donc ça pose un vrai problème du point de vue juridique. Ça pose aussi un vrai problème du point de vue pratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bon nombre de cas dans lesquels le recours à des tiers pour évaluer les informations de la cible n'est pas praticable. Elle n'est pas praticable parce que très souvent, la connaissance du métier, le know-how, est détenue par les gens des entreprises qui fusionnent. Et si on voulait être un peu facétieux, un de mes camarades me disait consultant, c'était très bien parce qu'il y avait le mot sultan. Mais donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, on fait deux choses. On fait ce qu'on appelle les clean teams, qui a été discuté ce matin. Et les procédures de clean teams, pour tous les échanges d'informations stratégiques, ont quand même un certain nombre de garanties très importantes. Il y a des accords de confidentialité entre entreprises, il y a des accords de confidentialité individuels signés par les participants au Clean Team, il y a une liste limitative de participation des salariés de l'entreprise, qui fait que normalement les opérationnels et les gens qui prennent des décisions sur les prix sont bannis de ces Clean Teams. Et il y a des dispositifs souvent de ce qu'on appelle de garden leave, c'est-à-dire que la personne ne peut pas retourner à un poste opérationnel sur les prix pendant une durée de temps après avoir été membre du Clean Team. Donc il y a des garanties qui sont extrêmement sérieuses. Et puis, dans certains cas, on peut aller un stade plus loin, en particulier, bien entendu, lorsqu'il s'agit de données très sensibles du point de vue concurrence. Typiquement, participation des appels d'offres, participation ou échange sur les prix futurs et les intentions commerciales futures. À ce moment-là, dans ce nombre très limité de cas, on met en place ce qui s'appelle un black box, c'est-à-dire effectivement le recours à un tiers ou qu'il s'agisse d'une banque d'affaires, d'un consultant, même parfois d'avocats. Et ce n'est que les données agrégées qui sont retransmises aux dirigeants. Mais cette pratique-là, si on lit de manière très très restrictive la décision Altice, aurait pu être remise en question, et je suis particulièrement content ce matin d'avoir entendu des orateurs un certain nombre de bémols sur ces points-là. Peut-être juste pour rajouter quelque chose, une idée sur ce que vient de dire Antoine, c'est qu'en plus, l'interdiction faite à des employés ou des salariés de participer au Clean Team pose une question de responsabilité de corporate governance. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'une société peut déléguer d'une certaine manière la prise de décision au regard de certains éléments, alors qu'aucun représentant de la société ne figure dans la Clean Team et ne puisse faire remonter l'information. Et je crois que ça pose... Et je rejoins parfaitement ce que dit Antoine également. Les consultants, les avocats et les banquiers, on va tous nous mettre dans le même panier. On n'est pas les meilleurs spécialistes de l'activité de la société, et notre interlocuteur premier, c'est non seulement bien évidemment le directeur juridique ou le secrétaire général, mais c'est également le directeur des fusions-acquisitions qui reprend l'information qu'on lui donne, pour autant que bien évidemment on respecte la procédure, et qui va pouvoir ingérer cette information avec les banquiers d'affaires, avec les différents consultants, pour en retirer l'information qui lui permette de valoriser notamment la société. Donc dire que des salariés ou des employés de la société ne peuvent pas figurer dans les Clean Teams pose un vrai problème de corporate governance et de responsabilité des dirigeants. Alors
j'ai un panel merveilleux, puisqu'ils font les transitions tout seul, et que j'ai même pas besoin d'avoir un pitch pour passer à la... On est déjà dans le vif du sujet. Alors je voudrais les encourager dans cette voie, et notamment puisque vous avez dit vous êtes heureux d'apprendre que ce n'est pas une décision de principe, etc. Je voudrais rappeler quand même, puisqu'on est en période politique, cette fameuse maxime dont la paternité d'ailleurs est incertaine, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et donc j'aimerais que vous fassiez comme si la promesse que ce ne soit pas des lignes directrices ou des principes, que cette promesse ne soit pas valide à vos yeux, et que vous continuez à faire ce que vous avez commencé à faire, à juste titre, faire comme si c'était une décision au sens inquiétante, parce qu'elle poserait des principes sur lesquels on ne pourrait plus revenir. Alors, je ne dis pas ça pour le plaisir d'être critiqué, mais simplement, il y a une occasion d'avoir un débat au fond, et bon, nous sommes des grands garçons et des grandes filles, donc on peut entendre des choses. Et je préférerais que vous jouiez le jeu jusqu'au bout, de dire on a été inquiété à juste titre, parce qu'après tout, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et si, à la lettre près, tout ce qui était dit était exécuté, bien qu'on vous ait donné des assurances là-dessus, quelles seraient les conséquences? C'est un point que nous aimerions bien comprendre, et je pense que pour la salle, c'est important. Alors Alexandre Menet, si tout ce que vous avez pu lire était pris au pied de la lettre, dans quel état d'esprit seriez-vous pour votre prochaine opération d'acquisition? Oui, parce que Marcus William a justement rappelé que lorsque vous êtes après devant le conseil d'administration de la société et que vous devez en effet expliquer aux administrateurs qu'ils doivent effectivement consentir à ce que l'entreprise s'engage, en effet, il faut essayer d'avoir le maximum d'informations, et comme vous le savez, les hommes peuvent passer dans leurs responsabilités, mais les écrits restent. Et donc, je pense que je vais vous retourner une coquetterie juste par rapport à la politique, c'est qu'il aussi, je ne sais pas qui c'est, mais il est vain de dire ce que l'on veut, la situation nous amène toujours à choisir ce que l'on préfère. Et donc, je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'était Raymond Barre, enfin bref. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, mon point, c'est que vraiment, je pense que j'ai un prisme qui est vraiment propre à mon industrie. Et le prisme de mon industrie, je me permets juste cette petite parenthèse qui est importante, c'est que on est sur des business en fait qui ont des marges opérationnelles relativement faibles, d'accord ? Et donc, en effet, la majeure partie de nos deals se font essentiellement sur la création de la valeur, notamment par rapport donc aux synergies de coûts. Les synergies de revenus sont souvent plus compliquées en fait dans notre environnement, et c'est vrai que toutes les mesures qui pourraient créer un amalgame en fait entre les informations qui sont essentielles, dont on a besoin effectivement de connaître pour nous permettre de créer la valeur. Moi, quand je fais des présentations, je mesure la création de valeur, je mesure en fait ensuite après ce qu'on appelle l'accrétion, dilution du earning per share, pour tout vous dire. Et ça, c'est des éléments que les banquiers, effectivement, je travaille avec les banquiers pour ce genre de choses, et donc on a besoin d'avoir ces informations. Je pense qu'en effet, ne pas permettre à l'entreprise, à des personnes de l'entreprise, d'avoir accès en fait au clean team, là c'est dangereux, parce que on ne va pas trouver aussi forcément les conseils qui vont vouloir prendre cette responsabilité derrière, puisque nous on va poser des questions qui vont être très techniques et on ne va pas avoir le retour d'information. Donc ça c'est dangereux. Et puis après, juste sur les mécanismes d'intégration, alors je ne sais pas s'il y a des consultants dans la salle, mais la particularité, c'est que la majeure partie, effectivement, des mécanismes d'intégration des grandes entreprises ont été designés par les cabinets de consultants. Il n'y a pas de surprise. Vous regardez, c'est des modèles qui ont été éprouvés par McKinsey, ce genre de choses. Et donc, en fait, les entreprises, la plupart du temps, agissent de la même façon sur où je vais essayer, effectivement, de chercher cette valeur, où je vais chercher les informations qui vont me permettre pour Day One, et vous avez effectivement pointé une chose que j'avais oubliée qui est totalement inacceptable, vis-à-vis aussi des salariés. L'intégration sociale, c'est la clé, effectivement, d'une acquisition réussie. Et donc, pouvoir être capable, nous, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait une acquisition, quand Day One, le salarié, il ait un package très clair dans quelle entreprise il est, où va être son rôle demain, c'est clé. A fortiori, dans un business comme le mien,
où en fait, les seules choses que vous achetez, c'est des hommes. C'est des hommes. Et en fait, un homme qui ne sait pas demain où il va travailler, c'est très compliqué. Vous avez une attrition, et c'est démontré. Il y a des choses qui sont incompressibles, certes, mais on ne peut pas effectivement perdre. Donc moi, ces aspects-là, je ne m'emballe pas, mais c'est ces aspects-là qui effectivement me laisseraient effectivement peut-être éventuellement militer pour ce qu'on revoit éventuellement la décision. Mais comme c'est un cas d'espèce, il n'y aura pas de problème. Et sur cette question qui est de notre premier sujet, mais qui est lancée, mais qu'il faut continuer à explorer, la notion même d'information stratégique, elle n'est pas totalement stabilisée, puisque vous savez que le droit de la concurrence, on dit stratégique, on pense à des stratégies militaires, des généraux. Non, en droit de la concurrence, une information dite stratégique, c'est simplement celle qui va limiter l'autonomie d'un concurrent sur le marché et qui, dans des cas très particuliers, va permettre des effets de coordination plutôt que de concurrence. Et donc, en gros, on sait ce que l'autre va faire, ou on le sait de manière plus certaine que la simple anticipation, et donc on va se coordonner. Mais le mot stratégique ou l'adjectif stratégique peut avoir d'autres significations, en tout cas peut-être pour l'industriel ou pour la vie de l'entreprise en interne. Comment vous voyez exactement cette notion, qu'elle vous semble claire? Parce que avant de dire toute information, échange d'informations stratégiques est formellement interdit, comme l'a dit Antoine, je n'ai pas retrouvé mais bon, prenons cette hypothèse. Est-ce qu'on le sait très bien? Et du coup, est-ce que c'est effectivement ce type d'information qui est géré actuellement par la méthode de la Clean Team avec toutes les précautions que vous prenez? Juste peut-être avant une remarque qui est importante. Pour les sociétés cotées, je vous invite à voir, la majeure partie du temps, alors il n'y a pas forcément d'avocats de droit boursier qui sont ici, mais les conséquences de notes d'analystes. Enfin, vous les avez vues, alors il y a les actionnaires, activistes, etc., mais les conséquences des notes d'analystes. Je crois qu'il y a des gens de l'AMF. D'accord. Et la qualité des notes d'analystes. La qualité des notes d'analystes. Vous regardez comment se font les projections, etc., qui peuvent se faire sur, tiens, si cette société, reprenez l'autre, etc., vous avez tout de suite les synergies qui sont calculées, la création de valeur, etc. Donc c'est un point qui est important aussi, parce que ça revient à mon point premier de quoi on parle, en fait, en sachant que le marché a déjà une grande partie des informations. Juste pour rejaillir là-dessus, après je passerai la parole à Antoine pour répondre à l'information stratégique. Je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière, mais ce qui est également vrai, c'est qu'il faut voir que dans les opérations de fusion-acquisition aujourd'hui, vous aviez dit qu'on fait appel en dernier à nos confrères de la concurrence. C'est plus tout à fait vrai. C'est-à-dire, dans les grosses opérations stratégiques, c'est probablement les premiers qu'on appelle. C'est-à-dire, est-ce que l'opération est faisable, et dans quelles conditions est-ce que l'opération est faisable, et quels sont les engagements qui devraient être souscrits par l'acquéreur dans l'hypothèse où l'opération se réalise. Donc, très souvent, on travaille en amont avec nos amis de la concurrence, et souvent, ils sont même saisis de la question avant nous. Deuxième observation, et je rejoins Alexandre là-dessus, c'est sur le prix. Aujourd'hui, on voit que dans quasiment toutes les opérations réalisées, vous avez un open bid où vous avez une concurrence qui est organisée, très très souvent, que ce soit dans le private equity, bien évidemment c'est totalement formalisé, c'est une pratique totalement courante, mais même dans les grosses opérations, il s'opère une concurrence. Donc on arrive à quoi? On arrive à un prix qui est absolument maximisé, et donc on arrive à chaque fois à essayer de faire en sorte, et les banquiers d'affaires réussissent très bien à faire ça, à faire en sorte d'augmenter le prix, mais vraiment à la marge, pour que celui qui gagne, il n'y a plus rien qui puisse être relevé on ne peut pas relever le prix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une obligation vis-à-vis du conseil d'administration et donc des actionnaires de maximiser le prix dans le cadre d'une vente. Ça, c'est quand on est vendeur. Et puis, quand on est acheteur, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté en formulant un prix qui n'est pas le plus élevé qu'on puisse formuler. Donc là aussi, ça crée une problématique notamment de l'information, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intégralité de l'information, sauf l'information totalement sensible, mais parce qu'on va être poussé au maximum pour formuler le meilleur prix ou vendre au meilleur prix. Et on voit que ça s'est très bien passé dans les opérations récentes. Il n'y a plus quasiment de marge de manœuvre une fois que le process est lancé. Ça, c'est en général avant le début de la période suspensive. Oui. Parce que ce que disait Alexandre, c'est-à-dire qu'on est sur un système de verrouillé, de prix verrouillé
dans un certain nombre de cas, mais ce prix, elle était verrouillé avant la période. Oui, mais alors ça dépend est-ce que- de la période. c'est pas le temps. Hein, Ouais. en fait, il n'y a pas. Oui. Quand on a la logbox, là, c'est En- passé. En pratique, dans mon expérience, mais là, vous avez tous les Bah oui, il y a beaucoup spécialistes de- dans la salle. Si les gens veulent compléter ou intervenir, vous levez la main. En pratique, moi, je vois très peu de différence entre la phase pré-suspensive et la phase suspensive. En période de due diligence, donc toujours pré-suspensive, c'est donc des due diligence qui se font dans des salles électroniques la plupart du temps, et ce qu'on met dedans, c'est ce qui n'est pas, il n'y a pas de plus sensible, parce que ça, c'est réservé à la clean team et c'est la phase d'après. Mais les précautions sont prises dès le début des conversations en général. Oui, puisque Antoine a envoyé un appel. Est-ce qu'il y a... oui, Jacques-Philippe, oui. Non. Oui, ça va marcher. Ça marche. Merci. Antoine a tout à fait raison, c'est dès même la signature d'une exclusivité qu'on entre dans ce processus. Et pourquoi ? Parce qu'avant de s'engager, le vendeur, très souvent via les banques d'affaires, demande une espèce de garantie de bonne fin concurrence. En gros, vous, acheteurs, dites-moi que si je signe une exclue avec vous, donc si je m'engage sur un processus qui va durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne vais pas me retrouver à la fin avec une difficulté de concurrence qui n'aura pas été anticipée. Donc non seulement il nous est demandé en tant qu'acheteur d'évaluer le risque concurrence, mais d'aller beaucoup plus loin et dans l'hypothèse où on identifie un risque concurrence, de déterminer d'ores et déjà les remèdes qui seraient nécessaires. Et je dirais que c'est avant même l'exclu que nous avons ces discussions avec nos clients acheteurs pour leur dire, écoutez, si sur la base des infos que nous commençons à recevoir, vous devriez vous attendre à tel type de remède ou tel type de remède. Donc ramener la période dite critique à la date de la notification nie ce fait-là. Ça nie également une deuxième étape. Antoine a insisté très justement là-dessus, qui est la durée de la phase de pré-notification. Aujourd'hui, les pré-notifications demandent un travail absolument considérable, puisque c'est day one, pour le coup, le jour de la notif, tout est complet, tout a été discuté, validé, dépecé avec les... Et c'est pareil à la commission, c'est peut-être même pire à la commission d'ailleurs. Et donc, le niveau de préparation au stade du dépôt d'un dossier de pré-notification est quasiment au niveau maximal, puisqu'on a d'ores et déjà identifié les difficultés, les remèdes, etc. Donc, vous voyez que c'est une contrainte qui pèse pas seulement au jour du dépôt de la notif, mais qui remonte bien avant, 4, 5 mois, parfois 6 mois, sur des opérations complexes. Alors, d'ailleurs, sur ce point, puisque c'était un petit peu le sujet, alors quelle est la différence de nature entre les informations déjà sensibles, mais non absolument stratégiques au sens de notre sujet, qui sont échangées avec un certain nombre de garanties et de systèmes de data room, etc., dans la période de pré-notification, et celles qui vont être élues à la Clean Team. Alors, la Clean Team, elle, ça va être le saint des saints. Alors, c'est quoi exactement ? Est-ce que c'est toujours la même chose, vous qui avez d'expérience, ou est-ce que non, c'est pas toujours la même chose, indépendamment de la composition de cette Clean Team, qui est un autre sujet ? Je pense sincèrement, effectivement, c'est selon la nature de la transaction et notamment particulièrement des assets de l'actif que vous allez acquérir. Si on est sur, effectivement, bien entendu, ça peut paraître évident, mais des clients, et l'idée c'est de regarder, alors qu'on est en train de bider éventuellement, où on sait qu'on a une activité commerciale, où on voudrait pousser une offre qui est concurrente, le cas échéant, sur ces mêmes clients. En effet, avoir accès au prix, ça peut paraître quand même un vrai sujet. Enfin, je pense que ça me paraît une évidence. En tout cas, on le traite comme quelque chose, nous, de bien entendu, ultra sensible. Et par ailleurs, après, on peut avoir, et un petit peu au cas d'espèce, si vous avez, et je crois que ça rejoint le point, alors après, les décisions sont quand même rendues rapidement. Changer une offre stratégique avec des impacts RD en 3 mois, il faut quand même y aller. Enfin, franchement, c'est quand même... Donc, je pense qu'il y a effectivement...
puisqu'après c'est plus en tout cas en termes de j'essaye de retirer des échanges industriels pour pouvoir modifier mon offre, c'est possible, mais moi je l'ai jamais vu. Après, dans les grandes orientations, de connaître le cas échéant quelles vont être les grandes orientations stratégiques par rapport à une offre précise, une brique de technologie de l'asset, si on n'a pas cette information, on ne fait pas l'acquisition. Donc je pense qu'il voilà, ça me paraît différent. Et vous, Thierry, pardon, je fais juste une petite question en lien avec ce qui vient d'être dit sur les clean teams, puisque c'est vrai que dans les commentaires, ça faisait partie des thèmes qui suscitaient l'inquiétude. Alors, d'une opération à l'autre, la clean team ne va pas être composée de la même façon. Enfin, vous avez donné quelques principes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples sur des grosses opérations? Qui fait partie de la clean team, sur quelle durée, quelles sont leurs prérogatives exactes? Parce que c'est vrai que dans la décision, le paragraphe 260, on évoquait des informations stratégiques avec une connotation qui était celle de la citation sur les ententes, et donc qui était plutôt une problématique droit de la concurrence. Il peut y avoir des informations stratégiques pour un deal qui ne sont pas forcément celles qu'on visait dans notre paragraphe. Donc c'est peut-être un point important que vous précisiez, ce que vous indiquiez tout à l'heure. Alors, il y a deux parties à votre question. Une, quel est le type d'information qu'on considère typiquement comme sensible ou stratégique? Voilà, j'ai sous les yeux un mémo qu'on envoie aux clients, et je suis sûr qu'il est très semblable à ceux que mes collègues ici dans la salle envoient typiquement. Donc là, je lis, c'est un mémo en anglais, donc je traduis au fur et à mesure, mais typiquement, ce qu'on dit aux clients, c'est ce qui est prix futur, politique de prix, discount, rabais, marge, cible future de profit et les plans de soumission aux appels d'offres. Ça, c'est extrêmement sensible et ça ne passe que par un clean team ou éventuellement par ce que j'appelais le black box, c'est-à-dire un tiers. Dans cette même catégorie, on met typiquement aussi, si c'est au niveau du client individuel, les données historiques récentes de prix et de rabais et de politique commerciale. Tout ce qui est en dehors de ça, alors ça dépend bien entendu du type d'acquisition, parce qu'il peut y avoir par exemple des cas d'acquisition dans des entreprises technologiques très avancées où la connaissance des projets technologiques est en lui-même extrêmement sensible aussi. Mais typiquement tout le reste, c'est-à-dire les ressources humaines, les systèmes d'IT, je lis là l'état des contractuels et des taxes, la politique de communication, tout ça c'est échangé typiquement dans un due diligence avant et ouvert à ceux qui participent à l'opération elle-même. Donc ça c'est pour ce qui est de la définition du champ typique d'échange d'informations. Pour ce qui est de la participation au Clean Team, typiquement on met justement en général le directeur juridique, le directeur de la stratégie ou le directeur de M&A. On met en général les financiers, ce qu'on appelle typiquement le back-office dans les entreprises. Et quelquefois, on est obligé de trouver des gens qui aient une connaissance du domaine commercial quand même, et c'est là où ça devient très compliqué. La vraie complication aussi, ce n'est pas forcément pour les plus grandes opérations, c'est pour les opérations plus petites, où les entreprises sont plus petites, et les gens qui font ce type d'opérations sont en même temps les opérationnels. Et là, il y a des vrais problèmes. Mais les salariés de l'entreprise qui sont retenus dans la team, j'ai compris des interventions qu'ils avaient une sorte de cooling period où ils ne pouvaient plus intervenir. Ça aussi, c'est typique, les entreprises le savent. Et ça pose des vrais problèmes. Oui, ça pose des problèmes. Enfin, moi, je peux vous donner le cas précis. Quand on a fait l'acquisition de la branche service de Xerox, on a souhaité, bien entendu, on a plusieurs lignes de service. Et cette activité-là, en fait, correspondait vraiment à une de nos lignes de service, avec un impact avant tout essentiellement territorial aux États-Unis. En revanche, on a souhaité qu'il y ait une personne du senior management de notre entreprise qui soit présente. Pour autant, cette personne, elle n'est pas géographiquement sur le territoire. 2, en fait, elle n'est pas dans cette ligne de service. Et 3, effectivement, elle s'est engagée pour une certaine durée à n'absolument pas être en contact avec l'activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aussi, c'était quelque chose qui est quand même très structurant pour l'entreprise. Et il y a une connaissance aussi
de ce qui est important pour nous. Et donc on pensait que c'était impossible de ne pas avoir une personne du senior management qui pouvait accéder effectivement à la Clean Team. Mais tout ça a été contrecarré, comme je l'ai dit. Emmanuel, une question. Une question par rapport à ce que vous avez dit quand vous avez fait la liste des variables que vous considérez comme les plus stratégiques, puisque c'est celles que vous envoyez à vos clients. C'est que des variables de revenus, hein, politique des prix futurs et politique commerciale. En quoi, par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, des informations sur la fonction de coût, notamment dans des industries qui ne sont pas stabilisées, ou dans une industrie stabilisée, je pense qu'on connaît à peu près le coût du concurrent, mais des industries très nouvelles, ce n'est pas aussi stratégique que les prix de connaître de manière certaine la fonction de coût, puisque la marge, c'est les revenus moins les coûts. Enfin, j'ai été surpris de voir qu'il n'y a jamais le mot coût dans votre propre questionnaire. Il va être modifié. Ça, c'est la nature des clients du cabinet. Warning, warning. Oui, dans mon industrie, vous ne trouverez pas, si quelqu'un vous parle que des revenus, oui, c'est Facebook ou Google, mais c'est pas... Alors, sur le second sujet, puisqu'il faut avancer, donc les limitations qu'on impose à la cible dans son autonomie commerciale ou industrielle, de manière à ce que l'acquéreur ait une certaine garantie sur cette période qui peut être plus ou moins longue, que la valeur de l'entreprise qu'il acquiert ne soit pas dégradée, que des mauvais choix soient faits, et que finalement le contrat, tel qu'il avait été imaginé au moment du signing, devienne déséquilibré par rapport soit à ce qu'on envisageait, soit, comme vous l'avez dit, par rapport à ce qui a été annoncé au marché, puisque derrière, il y a éventuellement d'autres conséquences financières. Alors on voit qu'il y a là beaucoup de situations possibles. Soit on interdit certaines choses, soit on permet un droit de veto, soit on permet une consultation préalable, soit on s'y prend d'une autre façon, soit on a des clauses de rattrapage de prix, en disant si vous faites ça, à ce moment-là, ça vaudra moins cher, soit c'est le prix qui est fixe et c'est le comportement qui s'ajuste. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu toute votre panoplie et donc du coup les dangers qu'il pourrait y avoir à ce que nous mettions nos doigts dans cette panoplie? Alors, en fait, c'est assez simple. Souvent, quand on signe un SPA, il y a une clause qui est bien évidemment excessivement importante, c'est sur la valorisation, c'est sur le prix. Et donc, tout ce qui est ajustement du prix de cession. Si vous avez ce qui est assez habituel, une définition du prix qui est actée, et puis vous avez un ajustement sur la dette nette, ce qu'on appelle la dette nette, c'est-à-dire la dette moins le cash de la société, entre le signing et le closing, et donc l'évolution pendant cette période et surtout à la date de réalisation, ça c'est ce qu'il y a de plus habituel. Donc c'est un ajustement de prix qui est à l'euro et qui est assez simple à faire. Maintenant, ce qui est beaucoup plus compliqué, et que moi je n'ai jamais vu, c'est pour ça que dans les décisions, je crois qu'il y a une petite ambiguïté sur l'ajustement de prix et l'indemnisation, dès lors qu'il y a, par exemple, une violation des engagements qui ont été souscrits par le vendeur de ne pas céder un actif. Bien évidemment, s'il cède l'actif, ça ne peut pas être un ajustement de prix. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça dépend à quel prix il le cède. S'il le cède, par définition, il y a du cash qui est rentré dans la boutique, donc est-ce qu'il y a un vrai préjudice ? Et donc on voit qu'on rentre dans une mécanique d'ajustement de prix qui n'est pas certain et qui ouvre la boîte de Pandore dans les négociations. Donc l'ajustement de prix se fait uniquement sur des éléments quasi mathématiques. Après, c'est pour ça que dans l'opération SFR et dans toutes les opérations, s'il y a une violation des engagements qui sont souscrits par le vendeur, ça se résout en dommages et intérêts. Donc ça, c'est pour simplifier à l'extrême, ça c'est la mécanique la plus simple. Après, il peut y avoir bien évidemment une autre mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ajustement de prix, c'est qu'on se met d'accord sur la valeur de la société au jour de la signature. Cette société doit être identique à l'arrivée, sauf gestion bon père de famille, et donc le prix sera payé, et donc il ne peut pas y avoir vraiment de variation sur les éléments, que ce soit par exemple les dividendes, que ce soit les éléments qui formulent le prix, notamment la dette. Ce qui est aussi un autre élément, c'est quand vous dites que entre le signing et le closing, on peut s'interdire de faire des opérations. En fait, en droit civil, une interdiction est bilatérale, c'est-à-dire je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, bien évidemment, je peux aller voir cette personne en disant « je me suis interdit, est-ce que vous m'autorisez à le faire ?»
Et donc on voit bien qu'une interdiction n'interdit pas d'aller voir et de demander l'autorisation de faire quelque chose. C'est pour ça que la distinction entre interdiction et consentement préalable de l'acheteur n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est faire en sorte que les décisions stratégiques qui soient prises et la prise de contrôle ne s'opèrent pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette liste d'éléments entre signing et closing qu'on appelle la gestion bon père de famille, qui permet justement d'éviter de rentrer dans la discussion de savoir s'il y a prise de contrôle ou pas. Là, il y a quand même un sujet, un peu une zone grise, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'il y a prise de contrôle, et notamment au regard des seuils. Si vous mettez un seuil très très bas, donc interdiction de faire une opération qui dépasse 100 millions d'euros, là on voit très très bien que si c'est une très grande société, si je suis obligé d'aller voir l'acheteur à chaque fois que je vais prendre une décision, il y a une prise de contrôle indirecte. Donc le seuil est très important. J'ai noté effectivement que dans la décision, vous n'avez pas indiqué les seuils, à juste titre, parce que c'est quelque chose qui est au cas par cas. Donc là, on voit très bien que là, il y a une zone grise sur laquelle les professionnels, notamment en matière de droit de la concurrence, doivent intervenir. Un autre peut-être élément, c'est tout ce qui est gestion bon père de famille pendant cette période. On voit bien que l'acheteur, lui, veut essayer, et c'est assez légitime, d'avoir une vision très vite et d'influencer les prises de décision pendant ces périodes. C'est tout ce qui pose la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Deuxième cas de figure, c'est le vendeur. Lui veut gérer la boutique comme il l'a fait. Comme il le fait habituellement, il n'a pas envie d'avoir un acheteur qu'il est obligé d'appeler tous les jours en disant « est-ce que je peux faire ceci ?» Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est pas certain de vendre. Il y a quelquefois des conditions suspensives qui dépendent de tiers et qui, par définition, feront, si ces conditions ne sont pas réalisées, feront en sorte que la vente ne s'opère pas. Donc là, on voit, et notamment, je prends un exemple avec une société de contrats contractuels, où il y a des très gros contrats. Il peut y avoir 5 contrats qui font le chiffre d'affaires ou une vingtaine de contrats qui font le chiffre d'affaires de la société. Si vous n'avez pas le consentement des co-contractants dans le cadre de la vente, bien évidemment, l'acheteur va acheter à un prix bien inférieur. Et donc, on va mettre dans le contrat des conditions suspensives liées à l'autorisation au consentement du co-contractant de ne pas, résilier ses contrats dans l'hypothèse du changement de contrôle. Donc on voit que tout ceci est, premièrement, très lié à l'activité. C'est une zone grise qu'il faut préciser. Et que justement la décision là-dessus n'apporte pas vraiment un éclairage très important, d'où peut-être une étroite collaboration. Dans certains cas de figure, absolument. Mais ce qui pose la problématique de qu'est-ce qu'on dit au client, comment est-ce qu'on rédige le contrat dans l'hypothèse où la décision bascule ou disons remet en cause la pratique telle qu'elle a été mise en œuvre par les praticiens de longue date. Mais il y a un cas encore plus difficile, c'est ce que vous avez indiqué au début de votre intervention tout à l'heure, c'est que peut-on gérer en bon père de famille lorsque la simple annonce de la recomposition du marché, surtout dans les industries un peu oligopolistiques, où si on va en phase 2, c'est que probablement un acteur important va sortir du marché, et où effectivement, sur plusieurs mois, les concurrents vont réagir de diverses façons. Est-ce que la notion de gestion bon père de famille, au milieu de, peut-être pas la tempête, mais au moment où il commence à y avoir un peu de houle, est encore jouable? Et quels sont les instruments, quels sont les outils dont vous disposez pour apporter des remèdes à cette situation? Permettre à l'entreprise de faire face à ces changements alors que tout le logiciel est conçu, c'est ce que vous avez indiqué, pour dire ce qu'on sait déjà, on en a des garanties pour que ça ne change pas, etc. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, d'avoir des attaques en pleine opération d'acquisition de Xerox ou de je ne sais qui? Non, pas trop bougé. Non, ça n'a pas. Vous n'aviez pas eu de phase 2. Non, voilà, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Mais en revanche, voilà, je pense que ça a été très bien dit par Max Fidilham. En fait, je pense que sur les mécanismes d'ajustement du prix, je partage tout à fait ce que vous avez dit. Je pense qu'après, sur la gestion des covenants encore, c'est ça dont on parle, c'est vraiment propre aussi. Je pense que c'est très bien d'avoir des grands principes, et je pense qu'on les respecte tous. Et voilà. Après, il peut y avoir des points particuliers. Typiquement, je parlais des hommes, parce que c'est quand même aussi, c'est un sujet qui est important, de faire en sorte que
tout d'un coup, on ne décide pas d'augmenter la masse salariale de 30%, parce que ça se voit aussi entre la période de signing et closing, voire mettre derrière éventuellement des exits très rémunérés. Bon, ça, c'est des choses, si on n'a pas la prise là-dessus, vous pouvez tuer un BP, en fait. Et donc, c'est quand même de l'information qui est essentielle, et on doit avoir, effectivement, je prends un peu un exemple caricatural, mais après, on peut le décliner en fonction de la nature du deal. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on peut prévoir dans le contrat initial et la convention initiale qu'aucune sortie de cadre important, moyennant, etc., n'est autorisée. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que tout recrutement d'une personne dont la masse salariale est de 2 millions de dollars par an, on puisse avoir un regard là-dessus, je prends 2 milliards, mais voilà, que ça soit soumis un peu à l'accord préalable de l'acheteur, par exemple. Ou tout investissement immobilier qui consiste demain éventuellement à se dire, tiens, mais voilà, ça, c'est pas arrivé avec moi, mais je connais quelqu'un qui a vécu ça dans une transaction, et notamment sur les petites entreprises, où finalement ils étaient plutôt mal logés, et qui se sont dit, bah tiens, on va se faire racheter, allez, hop, on va tout de suite se mettre un nouveau siège social, downtown, et avec ce que ça associe, effectivement, comme coût, voilà, donc bref. Et oui, sur les remèdes, Antoine. Pour autant, comment on fait pour piloter tout ça? Moi, je suis complètement d'accord aussi avec ce qu'a dit M. Bercani là, ce matin. Je crois que c'est la vraie difficulté en termes de droit de la concurrence, purement, et vraiment sur cette question des covenants, des restrictions à la gestion pendant la période intermédiaire. Mon expérience personnelle, mais là encore, tous les spécialistes sont ici, mon expérience personnelle, c'est que la règle de base, c'est que l'entreprise continue à être gérée sur le fondement des plans stratégiques et des budgets qui sont en place à la date où la due diligence a été faite. Et de ce point de vue, moi je suis assez d'accord avec la manière dont la décision est rédigée sur ce point. C'est-à-dire on regarde là où ça s'écarte de ce qu'est un comportement normal, bon père de famille, sur la base des plans existants pour voir s'il y a un problème ou pas. Mais ce principe étant posé, ça devient beaucoup plus compliqué parce que chaque cas d'espèce présente des vraies difficultés. Il y a des cas dans lesquels, par exemple, il y a des contrats en cours de négociation très importants qui ne peuvent pas être évalués à la date où on fait la due diligence ou dans les échanges de Glint Team. Et donc, il faut à un moment ou un autre que sur ce type de décision-là, l'acquéreur, qui ne sait pas encore exactement ce qui sera négocié, puisse avoir au moins l'information. Mais je crois que de façon générale, les gens ont compris qu'il ne fallait pas gérer en commun ni des clients, ni des décisions commerciales courantes. Ça, je crois que c'est généralement accepté. Ouais. Et vous avez, pardon, juste pour rebondir là-dessus, vous avez également la problématique du management. C'est-à-dire dans certaines sociétés, quand ils sont rachetés par un fonds d'investissement, bien évidemment, ils savent que le prochain manager de la société, ça peut être eux. Ils vont avoir une certaine, proximité avec l'acheteur, ce qui est assez normal, ce qui est assez humain. Et puis, ils ont également un package, ce qu'on appelle le package, c'est-à-dire la rémunération future du manager, qui peut être liée à l'exploitation de la société et à l'accroissement de la société. Et donc, on voit bien que dans certaines opérations, il faut faire un tout petit peu attention au management qui bascule d'un côté ou de l'autre. Quand il a la certitude que l'opération va être réalisée au profit de telle société ou de tel fonds, il peut y avoir des informations qui circulent. Donc là, c'est un sujet pour lequel le vendeur, bien évidemment, doit être assez précautionneux en disant au management non. Là, vous agissez pour moi jusqu'à telle date, après vous faites ce que vous voulez, mais pas de circulation d'informations auprès de l'acquéreur dans laquelle vous êtes par définition intéressé, notamment par les bonus et tout ce qui est rémunération de fonds de private equity. Il y avait un autre point qui avait été évoqué par Antonio dans son intervention, c'était d'ailleurs qu'on a dans le cas Technicolor Cisco au Brésil, c'est les cas de multifiling où on attend des décisions qui viennent, etc. Et dans le cas du gun jumping brésilien, c'est en réalité, Technicolor n'a pas fait du gun jumping, simplement il avait des feux verts américains, européens, et il avait oublié le feu vert brésilien. Et hop, les Brésiliens l'ont attrapé, ils lui ont mis 10 millions de dollars d'amende. Et pour avoir fait une intervention dans un colloque avec les conseils qui ont travaillé sur l'opération Lafarge-Holcim, ça a été
très très long dans certains pays, et notamment le cas de l'Inde, hein, qui a été extrêmement long. Et donc l'opération s'est trouvée étirée de manière absolument invraisemblable, avec une période intermédiaire. Alors, pour le top management, c'était terrible, plus personne ne savait où il était. Et il y a des cas, j'ai un autre exemple en tête, le rapprochement, alors qui n'était pas vraiment une concentration au sens patrimonial, mais un contrat concentratif entre CMA, CGM, Merckx et MSC, vous savez, les porte-conteneurs, et pour lesquels le feu vert implicite a été donné par la Commission européenne et par les Américains, et puis les Chinois sont arrivés en dernier, et on dit mais ça c'est une concentration, et je refuse la concentration. Et donc ils ont eu une période très longue avant de savoir s'ils pouvaient mettre en œuvre. Est-ce que cet aspect international, alors évidemment c'est pour les très grands deals, où plusieurs autorisations doivent être obtenues, pose des problèmes particuliers, et est-ce que, ce qu'a évoqué Antonio tout à l'heure, c'est-à-dire une forme d'harmonisation des pratiques, en disant ceci est autorisé, je peux le faire, mais l'autre dit que je ne peux pas le faire. Alors est-ce que de ce point de vue, vous avez aussi des observations à faire? Plus pour vous, ça. Non, mais, brefement, juste pour dire que c'est pour ça que l'OCDE existe et le comité de la concurrence existe, c'est précisément pour discuter, pour trouver les bonnes pratiques et pour avoir une cohérence dans l'application de la loi de la concurrence dans le monde entier. Alors, bien sûr qu'on va contribuer à cette discussion, et c'est vrai, si on n'a pas les mêmes critères, si on prend des temps différents dans l'analyse d'une concentration, il y a des risques. Et bien sûr j'espère bien que les entreprises ne répondent pas par avoir plus de gun jumping, mais c'est vrai que quand même c'est plus difficile pour eux. Dans votre expérience, oui. Nous, on a vécu ça, on vit ça assez souvent. On a certains cas de figure qui se présentent depuis quelques années, notamment des notifications dans des pays où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc la réglementation est tellement large que les deux sociétés qui se rapprochent n'exercent pas dans ce pays-là, et on est tenu de notifier. Et donc, ça pose bien évidemment la problématique. Dans ces pays-là, souvent, vous avez une autorisation qui prend beaucoup de temps. Donc, comme vous le dites, ça retarde l'opération dans son ensemble. Alors, avec un peu de chance, on peut sortir cette activité. Hein, dans quelques cas de figure assez rares, on peut sortir cette activité, céder l'ensemble hors de cette activité, une fois qu'on a l'autorisation dans ce pays, revendre cette activité à la cible, mais ça, là, c'est assez rare. Mais là encore, c'est une problématique de régulation internationale qui fait qu'il y a des interprétations différentes d'une législation qui est quasi identique. Vous avez également, comme je l'ai dit, des pays où, nonobstant le fait qu'il n'y ait pas de chiffre d'affaires généré du fait de cette opération dans le pays, vous avez une autorisation qui est nécessaire. Et donc, ça pose également la problématique de est-ce que c'est vraiment du gun jumping? Et quelquefois, on se dit, écoutez, on ne va pas notifier parce qu'il n'y a pas de préjudice. Il n'y a pas de préjudice dans ce pays-là, il n'y a aucun sujet. Donc, si c'est une petite activité, on est un peu acculé à ne pas notifier en se disant... Et ça serait une petite amende. Alors, avec un peu de chance, c'est une petite amende. Avec beaucoup de chance, l'autorité ne regarde pas trop. Ou on va voir les autorités avant en disant, écoutez, est-ce que ça vous pose un vrai problème? La difficulté là-dessus, c'est que souvent les autorités disent, oui, ça me pose un problème parce que sinon ça fait jurisprudence. Donc, notifiez. Et donc là, on est parti, on a ouvert la boîte de Pandore et on a notifié. Voilà. Alors ça, c'est une difficulté que je pense que toutes les autorités connaissent. Alors, puisque nous avons beaucoup de spécialistes dans la salle, je voudrais maintenant arriver à cette troisième phase. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions pour nos invités? Vous manifestez, le micro arrive près de vous. Mélanie, d'abord. Ah, ça n'a pas... Il n'est pas ouvert le sien. Change de micro. Là, ça marche, oui. Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier l'autorité d'avoir organisé cet événement. Je pense que les débats montrent bien que beaucoup de questions se posent
Et puis, je voudrais, dans un deuxième temps, vous faire part de ma déconcertation, parce que nous avons une décision qui a été lancée dans la communauté des affaires comme une espèce de bombe nucléaire. Et puis, on vient nous expliquer ce matin on s'est tous fait des films, hein, parce qu'en fait, c'est qu'une décision d'espèce, et qu'en réalité, ce que dit la décision, elle ne le dit pas vraiment. Alors, je crois que Madame De Silva s'interrogeait s'il y avait nécessité de faire des lignes directrices. Je crois que la réponse est incontestablement oui. Parce que quand on dit qu'une décision ne dit pas ce qu'elle a écrit, je crois qu'on a tous le droit de savoir ce qu'elle dit vraiment. Je crois que ce débat nous est très utile pour, je crois, contribuer à convaincre qui de droit à l'autorité et que des éclaircissements sont nécessaires. Je trouvais très intéressante l'observation d'Umberto Bercani sur les catégories d'infractions et la manière dont les faisceaux d'indices se conjuguent à l'intérieur d'une catégorie. Peut-être n'ai-je pas très bien lu la décision, mais je n'avais pas compris ça lorsque je l'ai lu, et je pense que c'est une très intéressante piste de réflexion si des guidelines justement devaient être élaborés. D'autres questions ou observations? Peut-être quelques mots de commentaires là-dessus, je ne sais pas si ça marche. Dans le contexte qui m'était familier il y a peu, Conseil d'État, quand on parle d'une décision d'espèce, c'est assez peu laudatif. Parfois, c'est une façon de dire, c'est une décision d'espèce, elle ne fait pas jurisprudence. Je crois qu'il faut bien clarifier les choses. Dans l'esprit de l'autorité, la décision que nous commentons ce matin fait totalement jurisprudence, et il y a un certain nombre de considérants qu'on pourrait qualifier de principes. Je crois que ça a été également exposé par Umberto dans son exposé, qui a rappelé certains considérants. Je crois qu'il y a des points qui n'avaient jamais été affirmés par l'autorité, puisque c'est la première décision dans cette circonstance. Nous avions déjà une jurisprudence assez bien établie en cas d'absence de notification. C'est la première décision en cas de mise en œuvre anticipée de la concentration. Donc, bien évidemment, nous assumons totalement la décision et nous considérons qu'elle fait jurisprudence à la fois sur les principes, donc sur le raisonnement qui a été appliqué, et également en tant que les catégories de comportements qui ont été retenues ont donné lieu à sanction. Alors, si le terme d'espèce a pu être utilisé par tel ou tel, c'est pour l'interprétation de certains considérants factuels ou de principes dans un certain nombre de points qui ont été abordés par la décision. Je crois que nous admettons tout à fait que certains problèmes qui n'étaient pas véritablement en position centrale dans notre affaire, notre rédaction a pu susciter des débats et je crois qu'une seule décision ne peut pas par elle-même mettre un terme à tout débat pour l'avenir. Ce serait un petit peu regrettable et en tout cas, ce n'est pas la conception de l'autorité que de trancher tous les débats de façon préemptive. Donc je crois que sur les points, si nous avons orienté les débats ce matin sur les points qui avaient le plus suscité de débats ou de commentaires, c'est peut-être pour lever certaines inquiétudes et peut-être pour ouvrir ce chantier. Je crois que différents acteurs, dont la PDC, ont estimé que le débat allait se mettre en place et se poursuivre. Et nous sommes prêts à envisager, comme je l'ai dit, des lignes directrices si nous considérons que l'inquiétude est telle qu'il faut que l'autorité prenne position d'une façon ou d'une autre sur ces sujets. Mais ça sera débattu et voilà, nous mesurerons les avantages, les inconvénients. Peut-être que si nous émettons des lignes directrices, certains regretteront de nous avoir poussé dans ce sens, parce que ça va créer une forme de formalisation qui reste du droit souple, mais parfois certains viendront nous dire que nous sommes allés trop loin ou que nous avons été trop restrictifs sur telle ou telle pratique. En tout cas, je crois vraiment qu'il y a des points qui méritent débat et sur lesquels la décision n'avait pas vocation à être définitive. Je crois qu'on a bien compris ce matin que les affaires de Clean Team et les affaires de Covenants sont parmi les points qui restent à éclaircir, en étant prudent sur ce qu'on peut affirmer a priori, car c'est toujours un petit peu risqué de poser des principes a priori. Jacques-Philippe voulait nous intervenir. Qui marche? Merci, oui ça marche, merci. Oui, c'est d'autant plus une décision d'espèce que c'est une décision unilatérale, c'est-à-dire que c'est une transaction et que les parties ne se sont pas défendues. Alors, sur certains points, elles ont considéré qu'il était préférable de ne pas se défendre, dont acte, je n'ai pas jugé, mais
en tout état de cause, pour certains aspects de la décision, vous n'avez pas eu de contrepartie, si j'ose dire. Juste quelques points. Il y a quelque chose de choquant dans la décision, c'est l'approche de la notion d'information stratégique via l'article 101. La dimension 101, la dimension, le need to know test, comme on dit, c'est-à-dire l'info qui est indispensable pour évaluer l'entreprise, pour déterminer sa valeur et pour déterminer un plan d'intégration, ce sont deux approches radicalement différentes. Ce n'est pas la même chose d'échanger des prix entre concurrents et d'avoir une idée des prix passés et de ce qui figurera dans le business plan de l'entreprise dans les mois à venir, pour savoir combien je vais valoriser, comment je calcule mes synergies. Donc une approche de la notion d'information confidentielle et stratégique par 101 pour traiter des concentrations ne me paraît pas être le bon outil. Deuxième commentaire. Sur les clean teams, je crois avoir compris que finalement, les clean teams pouvaient être composés de salariés d'entreprise, ce qui a toujours été le cas. Antoine l'a parfaitement bien décrit. Nous composons les clean teams avec des gens qui, en général, ne sont pas en prise directe avec les clients, c'est-à-dire ne sont pas en prise directe avec l'exploitation stratégique de l'information. Ce sont des directeurs, ce sont des financiers, ce sont des fiscalistes, des comptables, de l'audit, de la stratégie, mais on n'a pas le directeur du marketing, typiquement, qui pourrait utiliser l'information au day one dans un contact avec ses concurrents. Donc ce que je comprends, c'est qu'on peut continuer à faire des clean teams, pour autant qu'elles ne comprennent pas des personnes qui soient trop exposées au risque d'utilisation de ces infos si le deal ne se fait pas, voire pendant la période pendant la période dite de suspension. Sur les informations, je crois que la décision, pour le coup, est intéressante quand elle définit les trois conditions dans lesquelles on peut avoir accès à l'information, c'est-à-dire pour faire l'opération, pour valoriser, pour le plan d'intégration. Tout ça est assez fidèle à la pratique. La décision complétée par l'intervention d'Umberto Bercani ce matin ne pose pas de difficulté particulière sur la mise en œuvre anticipée. Vous avez dit, je suis parfaitement d'accord avec ça, on a un test qui est connu en droit communautaire, en droit français. C'est celui du contrôle de fait pour un actionnaire minoritaire. Ça, c'est un truc qu'on connaît depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis l'origine du règlement concentration. Et d'une certaine façon, on vit très bien avec ça. Et donc, les décisions qui seraient soumises à une autorisation préalable de l'acheteur, parce que parfois c'est nécessaire, qui ne rentreraient pas dans ce test de contrôle du minoritaire. Donc on ne va pas avoir un accord préalable sur le business plan, mais on peut avoir un accord sur des décisions qui dépassent un certain montant, qui sont prises de façon exceptionnelle. Ça ne caractérise pas une mise en œuvre anticipée, parce que ça ne caractérise pas déjà en droit l'exercice d'un contrôle. Donc tout ce qui est en dehors du contrôle nous paraît devoir totalement échapper à ce type de situation. Maintenant, il y a par industrie, des décisions, des informations qui sont nécessairement différentes. Et j'émets une position tout à fait personnelle, je ne suis pas certain que des guidelines soient indispensables, parce qu'il y a énormément de situations à couvrir, aussi bien en termes de décisions qu'en termes d'informations susceptibles d'avoir un intérêt lorsqu'on fait une acquisition. Et encore une fois, pour des services, pour des télécoms, pour de la pharmacie, on a évidemment, ou le domaine de l'énergie, on a des informations complètement différentes sur la nécessité de savoir ce qu'on a dans le pipeline à 3 ans ou les gisements qui vont sortir dans 5 ans. Enfin bref, les guidelines ne peuvent pas couvrir ces situations. En revanche, une prise de position relativement officielle, par exemple dans le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui qui prendrait acte de ce que je viens de dire, ça nous va très bien. Je demande au greffier de la séance de noter. Mais sur ce point, pour être tout à fait précis, ça montre bien qu'il y a des différences de lecture. Le fameux paragraphe 260 qui mentionne effectivement les informations stratégiques au sens de l'article 101 ne dit pas qu'elles ne doivent pas être échangées. Je lis ce paragraphe. Lorsque les entreprises pourraient avoir besoin d'échanger des informations stratégiques. On admet bien qu'elles puissent le faire, mais elle dit il leur appartient de mettre en place le dispositif. Et donc la question qui est posée, on voit bien qu'en plus la notion d'information stratégique, elle est en elle-même
pas totalement stabilisé, et vous savez très bien qu'en matière de droit de la concurrence, on n'en fait pas le même usage selon qu'on est avec une information secrète et immédiate sur le comportement futur, ou si on est sur des informations répétées, séquencées, même qu'elles sont passées. Donc la notion d'information stratégique a un usage différent. Et on voit bien que la question qui se pose, c'est celle dont nous avons débattu à l'instant, c'est de savoir, selon l'industrie dont on parle, qu'est-ce qui est véritablement stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va compter véritablement dans le deal. Effectivement, l'information, enfin la réticence sur les lignes directrices me semble justifiée de ce point de vue. Et puis après, est-ce que le mécanisme de filtrage que j'ai mis, c'est-à-dire ma Clean Team, typiquement, est-ce qu'elle est conforme aux principes, efficace, etc. Et donc, on a effectivement ce qui, je reprends le terme cas d'espèce, même s'il ne fait pas l'unanimité, ce qui fait cas d'espèce dans ce cas-là, c'est qu'il n'y avait pas de Clean Team, précisément. Et donc, on a eu de l'information qui était d'ailleurs relativement stratégique, échangée de manière un peu sauvage, etc. Et donc, la décision, bien qu'elle soit motivée, et c'est vrai, il n'y a pas eu de contradiction là-dessus, mais je ne sais pas que la contradiction aurait changé quoi que ce soit. Et de même, sur la partie composition de la Clean Team, et comme l'a justement rappelé Umberto, le paragraphe 260 dit « les entreprises peuvent, par exemple », c'est un exemple, parce que probablement c'est ce qui a été dit dans les discussions, mais ce n'est pas la solution unique, et les intervenants ont bien montré qu'il y avait des solutions multiples. Alors nous avons encore un peu de temps, s'il y a d'autres interventions, oui. Oui, bonjour, Ombline Ancelin. J'avais une question sur le deuxième volet en fait, de la décision, pas les informations stratégiques, mais la prise de décision stratégique pendant la notification. Il existe aujourd'hui une possibilité qui est la dérogation à l'effet suspensif, sur laquelle on a assez peu de visibilité puisque les décisions ne sont pas publiées, et elle me semble être un petit peu tout ou rien. C'est-à-dire, oui, vous pouvez, il y a une dérogation à l'effet suspensif, vous pouvez tout faire, c'est-à-dire prendre ce contrôle effectif de la cible, ou c'est non. Et a priori, l'autorité se montre extrêmement pragmatique. Dans une décision récente que j'ai pu obtenir, effectivement, c'était la nécessité de pouvoir mener des discussions ensemble sur les contrats avec la grande distribution, et on sait que les conventions uniques ont un temps de négociation extrêmement limité. Donc l'autorité se montre très pragmatique, et c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait envisager que cette dérogation à l'effet suspensif, précisément, ne soit pas tout ou rien, c'est-à-dire que dans des sujets un peu plus complexes, où il y a des problèmes de concurrence, et qu'éventuellement une phase 2, d'ailleurs, soit envisageable, qui sont des situations dans lesquelles l'autorité ne donne pas de dérogation à l'effet suspensif, on puisse avoir des dérogations très limitées à une décision, par exemple un très gros appel d'offres structurant pour le marché, sur un marché qui présente des caractéristiques spécifiques, effectivement, où l'acquéreur et la cible diraient, écoutez, ça n'a aucun sens qu'on négocie séparément la réponse à cet appel d'offres, il est important qu'on puisse le faire ensemble, on a bien conscience que cette opération qu'on vous a notifiée ne peut pas être autorisée comme ça et sans remède, mais est-ce qu'on peut discuter sur ce contrat en particulier, la possibilité de discuter ensemble? Alors peut-être que la loi ne vous permet pas aujourd'hui de faire ça, mais est-ce que c'est une évolution à laquelle vous seriez favorable? Oui. Actuellement, au regard des termes de la loi, c'est un petit peu délicat, puisque la loi envisage la procédure d'une façon binaire, l'autorisation intervient à un instant T, et la loi prévoit, sans définir outre mesure les cas de figure dans lesquels ça peut intervenir, que par dérogation, il peut y avoir anticipation. Donc l'hypothèse un peu mixte que vous envisagez, où on dérogerait partiellement à la prohibition de la mise en œuvre anticipée pour telle ou telle opération, serait quand même un peu difficile à construire au regard des termes de la loi, sans parler de la complexité à mettre en œuvre. Donc je crois que c'est un point sur lequel, peut-être que si un jour on a une demande de ce type, on regardera, mais je suis a priori réservé, et je crois que le service des concentrations se trouverait dans une situation un petit peu compliquée à cet égard, mais peut-être Thierry a des réflexions sur ce point. Mon observation était d'abord, je ne sais pas qui peut répondre exactement, parce que c'est un peu technique. Il y a quand même un problème pratique de consentement de tout le monde, parce que procéduralement, nous sommes en difficulté. Si on doit déroger, qui demande? Est-ce que c'est la partie notifiante? Est-ce que la cible est d'accord? Comment on consulte? Vous voyez, les délais dans lesquels on travaille, ils paraissent évidemment toujours trop longs, mais enfin, des délais de 5 ou 6 mois qui ont été indiqués, quand on a une phase 2 un peu lourde avec la négociation d'engagement, c'est quand même déjà très contraint pour les services. Mettre une négociation intermédiaire uniquement pour un cas, ça pose une difficulté technique. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un stop the clock
uniquement pour faire vous voyez, ça pose des complications. Donc, à vrai dire, on n'y a pas encore réfléchi, donc on va sans doute le regarder. Mais la question s'était jamais posée. Oui, Jérôme Vidal du service déconcentration. Juste pour préciser ce que vient de dire Maître Amblin, la dérogation a été accordée pas uniquement pour cette raison-là. Elle a été accordée surtout compte tenu des difficultés financières de la cible. Et aussi parce qu'en première analyse, l'opération ne posait pas de problème de concurrence. Ça faisait partie des critères pour lesquels la demande de dérogation avait été déposée, mais il y avait des difficultés financières, surtout de l'entreprise qui justifiait cette dérogation. Oui. Lorraine. Merci Thierry. Personnellement, je trouverais ça dommage qu'on quitte cette salle aujourd'hui en ayant enterré les lignes directrices. Donc, moi, je viens de jeter un coup d'œil sur les lignes directrices brésiliennes, qui pointent du doigt le fait qu'effectivement, tout ça est affaire d'espèces. Et en prenant cette précaution, manifestement, ça n'a pas posé de difficulté au Brésil, donc d'établir des lignes directrices. Il y a 3 sections dans ces lignes directrices. Il y en a une dont on ne parle pas ce matin, ce n'est pas à l'ordre du jour finalement, mais c'est le sujet sanctions, en fait, dans un cas de gun jumping. Mais il y a bien le sujet catégorie dont Umberto a parlé. Et il y a aussi les risques de gun jumping. Donc c'est intéressant, je trouve, ces lignes directrices brésiliennes. Quand on parle ligne directrice, il faut un peu de recul et un peu de jurisprudence. Et si on a une décision en France qui est ensuite au terme d'une procédure de transaction, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de cas pour faire des lignes directrices. Alors, moi, je trouve que la proposition de l'OCDE est intéressante. Et je voudrais savoir si effectivement c'est une proposition, ce n'est pas qu'une proposition, c'est un travail qui pourrait être lancé. Et au-delà de ça, je voudrais m'adresser aux représentants de l'entreprise et puis à l'avocat MNE sous le contrôle d'Antoine et de tous nos autres confrères ici présents. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Vous êtes favorable? Ça vous faciliterait la vie d'avoir des lignes directrices un peu internationales en fait, pas exclusivement nationales? International, sans aucun doute. Je pense effectivement, parce que ça serait dommage qu'après on soit plus empêché en fait que sur le territoire national quand on est une société française versus les autres pays. Et puis la difficulté en plus à gérer, on l'a évoqué tout à l'heure. En effet, il ne faut pas oublier derrière, pardon, vous allez voir que vous allez penser que c'est une obsession chez moi, mais le coût d'une transaction pour une entreprise. Et ça, c'est un point important. Moi, c'est le seul message par rapport aux lignes directrices. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Il ne faut pas créer non plus des éléments même techniques qui font que, vous savez comment ça se passe, on a soit envie de contourner parce que ça coûte trop cher, ou soit on ne fait pas l'opération, ou alors on crée, on l'a évoqué pour les petites entreprises en fait, je pense, la PME aussi, il n'y a pas que les grands groupes, voilà, là une vraie, pardon, au sens littéral du terme, une vraie différence, une vraie concurrence. En fait, il y en a qui pourraient faire des deals et d'autres qui ne pourraient pas faire des deals. Donc moi, je pense que dans les lignes directrices, c'est un des points qui est important à mon avis. Si vous faites un système de poupée russe, en fait, où, alors voilà, il faut tel niveau de sécurité, bien sûr. Après, je pense qu'en fait, voilà, il faut faire confiance aussi aux acteurs. J'aurais plutôt tendance, en fait, à rappeler quelles sont les sanctions, plutôt qu'éventuellement essayer de dire voilà, comment il va falloir faire en France ou dans chaque pays. Alors, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille beaucoup avec l'AMF en tant qu'avocat M&A, et on voit qu'il y a des lignes directrices à l'AMF, et il y a des recommandations, il y a une interprétation de la réglementation qui est très utile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a un sujet qui n'a pas été traité, où il n'y a pas de précédent, bien évidemment, on réfléchit de notre côté, et on va interroger l'AMF. Où les services sont assez preneurs justement de ce genre de discussions en amont. Donc ça, c'est très utile. Je note par ailleurs, si j'ai bien lu, c'est que dans d'autres pays, il y a très peu de lignes directrices. Notamment aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays de droit, je ne dirais pas sophistiqués, mais où il y a une pratique longue des ententes et de la concurrence, il n'y a pas de ligne directrice. Donc je me pose la question, pourquoi dans ces pays-là, il n'y en a pas? Est-ce que c'est aussi une bonne idée que ça? Mais ça relève plus du spécialiste.
J'aime bien l'idée de Lorraine d'une approche internationale, parce que c'est vraiment très important. Maintenant, le nombre d'opérations purement nationales se réduit. Une décision prise au plan national a des effets en dehors. Les gens regardent beaucoup ce qui a été fait. Et en France, sur ce sujet, et ce que je craindrais le plus, c'est des pratiques nationales divergentes qui rendraient vraiment la vie très très difficile. Alors il y a une pratique internationale qui est un peu celle que j'ai décrite rapidement, mais à mon avis, ce qui est vraiment important, c'est que la discussion ait par exemple lieu dans le cadre de l'OCDE, si c'est possible, et plutôt que de façon divergente. Bien, juste pour dire que bien sûr qu'on peut avoir une approche internationale, c'est vrai aussi qu'on n'a pas si tant de cas pour en parler. Je ne crois pas qu'on aurait vraiment des lignes directrices internationales, mais je crois qu'on pourrait au moins discuter le sujet dans le cadre d'une round table, et ça serait déjà suffisant pour avoir des idées un peu plus claires à ce que les différents pays font et le chemin qu'on devrait avoir. Oui. Juste un rappel, Éric Paroche, c'est que peut-être que ces lignes directrices dont on parle vont venir de la Commission européenne, parce que la Commission européenne va rendre dans les prochains mois une ou peut-être 2 décisions en matière de gun jumping. Alors, on comprend un peu tous ici que l'autorité a pu être un peu surprise par les réactions de la communauté des affaires, réactions sur la décision Altis numéricable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Commission européenne est avertie et va rendre sa décision sur la base de tous les débats qui seront intervenus depuis la publication de la décision de l'autorité de la concurrence. Donc c'est cette décision de la Commission européenne, et je crois avoir compris que la Commission se refusait à ce stade à toute communication publique, précisément parce qu'elle ne veut pas s'aventurer dans un débat public à ce stade alors qu'elle n'a pas encore adopté ses décisions, et peut-être que ce seront ces décisions qui pourraient offrir de la guidance à tous les praticiens. Oui, de nouveau, Jacques-Philippe. C'est juste une information. On a juste un indice. On a juste un indice qui vient d'un dîner qui avait été organisé par le Club des juristes il y a quelques semaines, au cours duquel Carles Esteban Mosso, donc le directeur général adjoint de la DG Comp à la Commission, en charge des concentrations, était relativement ému du fait que, du point de vue de l'autorité française, en tout cas du point de vue de la décision, les clean teams étaient fermés aux salariés de l'entreprise. Et il disait c'est pas du tout la pratique communautaire. Alors, j'en profite pour poser une autre question, que l'on n'a pas traitée ce matin, qui est relative à la mise en œuvre des remèdes. Dans la mise en œuvre des remèdes, il y a la voie classique, c'est-à-dire vous avez 3 mois, 6 mois après l'autorisation pour désinvestir. Et puis, il y a des voies plus rapides qui sont parfois souhaitées par l'autorité, c'est-à-dire le fix it first ou le upfront buyer. Dans ces situations, il faut avoir trouvé un acquéreur avant même d'avoir obtenu l'autorisation. Est-ce que, par essence, ces situations-là ne donnent pas lieu à un échange d'informations parce que l'acquéreur de la cible principale se retrouve en situation de vendeur d'un des actifs de la cible principale et qui doit ramener un MOU signé avec un acheteur pendant cette période? Par conséquent, on est ici dans une situation créée par la réglementation elle-même, hein, pas par les parties, mais le régulateur impose un upfront buyer. Est-ce qu'il n'y a pas ici, par essence, une situation qui doit être traitée différemment? Alors c'est un cas effectivement qu'on n'a pas eu à traiter et qui est un cas nouveau. Sur la réaction de la Commission, et sans vouloir être désobligeant, il se peut que la réaction de la Commission soit faite non pas à la lecture de la décision, mais sur l'interprétation qui en a été donnée par les convives. Et donc il se pourrait bien, je mets ça avec des guillemets, que l'affirmation selon laquelle les clean teams ne seraient pas ouvertes aux salariés et que ce serait dans notre décision soit une fake news, et qu'en réalité, il n'y a rien de tel qui est dit. On a dit simplement que
par exemple, on pourrait imaginer etc. Et donc, là, pour le coup, je pense que ça a été clairement dit, le cas des Clean Teams n'a pas été traité dans la décision, il est simplement été mis en miroir de la pratique qui a été constatée de contact direct entre les dirigeants, en disant, en réalité, si vous avez besoin, vous avez d'autres outils, mais sans rentrer dans plus de décisions. Et donc, nous allons rapidement rassurer nos amis de la Commission européenne en leur disant qu'ils ont une inquiétude prématurée sur ce point. Oui, bonjour. Oui, David Taillard. Continue à parler, ça va marcher. Ouais. D'abord, d'un mot, je voulais rassurer Emmanuel Combes pour lui dire que, bien évidemment, en fonction des industries, les questions de coûts, et notamment quand c'est désagrégé par produit, font partie des informations sur lesquelles on met en garde nos clients. Après, plus généralement, sur les débats de ce matin, moi, je crois que Mélanie a fait part assez directement de son sentiment auquel je suis assez sensible. Je dis pour dire les choses un peu positivement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a été, je pense, rassurés, et peut-être qu'on avait tous collectivement mal compris cette décision, et à vrai dire, tant mieux. Alors, ligne directrice ou pas ligne directrice, bon, peut-être qu'on est un peu tôt pour se prononcer aujourd'hui, mais à tout le moins, je crois que ça serait utile de poursuivre le dialogue. Il y a des questions extrêmement intéressantes qui ont été posées ce matin sur comment fonctionne une Clean Team en pratique, quelles sont les clauses des SPA. Idéalement, je pense qu'on aurait peut-être pu nourrir ce débat avant l'adoption de la décision, mais en tout cas, il n'est pas trop tard pour le poursuivre. Et du côté des praticiens, et notamment via la PDC, je crois qu'on est très ouvert à cette idée. Et il y a notamment un point sur lequel, pour le coup, je pense qu'on n'a peut-être pas été tous parfaitement rassurés, c'est la question de préparation de l'intégration versus mise en œuvre. Oui, les entreprises sont très désireuses d'être prêtes au jour J pour démarrer une opération. Alors, il y a bien évidemment une ligne à ne pas franchir entre préparation, planning et mise en œuvre anticipée. Et je crois que c'est très compliqué, effectivement, et que c'est une casuistique difficile de tracer une ligne de partage. Mais je crois rejeter par principe des discussions même poussées pour être prêt au jour J, le jour du closing, notamment pour des cas dans lesquels la période suspensive se prolonge sur de plusieurs mois, est très important pour les entreprises. Merci. Isabelle, tu veux faire le mot de la fin, non ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, d'autres observations ? Peut-être pas, on va faire comme aux enchères à Drouot, donc l'affaire est entendue. Et donc il me reste à remercier en votre nom tous nos intervenants pour la richesse des débats et, je dois dire, la souplesse avec laquelle ils se sont prêtés au jeu, puisque le jeu de ping-pong a bien fonctionné, donc je vous demande de les applaudir au nom de tous. Alors, peut-être avant qu'on ne vous libère, je joins mes remerciements à ceux Thierry. Je voulais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui ont accepté de participer à un exercice qui n'était pas facile, de droit de la concurrence. Et ça a été très précieux d'avoir le point de vue international, le point de vue des entreprises, le point de vue des M&A et le point de vue du spécialiste droit de la concurrence. Donc nous continuons le dialogue, bien sûr, avec la communauté des entreprises et de la concurrence sur ces sujets. Nous sommes toujours très, très intéressés par toutes les remarques qu'appellent nos décisions, y compris lorsque ce sont des critiques. Et donc nous savons entendre la critique et nous essayons de retenir tout ce que nous estimons pertinent dans ces remarques. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin et votre participation à ces débats.